Cet homme, qui s'appelle Dino Scala, a commencé à agresser sexuellement et violer des adolescentes et des femmes. Agressant ses victimes pendant 30 ans, toujours en hiver, de dos, dans l'obscurité, le long de cette rivière entre Pont-sur-Sambre, son domicile, et Gemont, son travail. Je me suis dit comment est-ce possible en fait? Comment cet homme a pu agresser autant de femmes sur un si petit périmètre pendant aussi longtemps? C'était en 2002, elle avait 17 ans. Le 5 décembre, je suis partie à l'école, donc seule à pied dans le noir le matin. J'ai entendu quelqu'un courir derrière moi, m'attraper avec ses deux bras, par derrière. Il m'a demandé de retirer mon écharpe pour me bander les yeux et m'emmener dans la pâture, où il m'a violée. J'ai pas pu crier, mais de ce fait, il m'a répondu « Si tu cries, je te tue ». Très vite dans leur récit, j'ai vu des traits communs. Alors, il y a toujours des traits communs aux victimes d'un criminel en série, évidemment, le mode opératoire, mais au-delà de ça, à chaque fois, il y avait quelque chose qui s'était mal passé dans l'accueil qu'elles avaient reçu au commissariat. En tout cas, elle l'avait perçu comme tel. Au commissariat d'Aulnoy-Emery, j'ai retrouvé des affaires assez hautes en couleur qui ont donné lieu à des condamnations, à des suspensions, plus ou moins lourdes d'ailleurs, de policiers d'Aulnoy-Emery qui ont commis un certain nombre de bavures, alors toujours dans le même contexte, un contexte très alcoolisé. Il faut se dire qu'il y a des victimes qui ont pu arriver déposer des plaintes pour viol dans ce genre d'ambiance en fait. Voilà. Une des difficultés de la procédure pour que les victimes obtiennent justice aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de plaintes ont été perdues. Toutes les erreurs du système se retournent toujours contre les victimes. Et elles se retournent sur le moment ou elles se retournent des années après, des décennies après au procès. Et en fait, assez rapidement, je me rends compte que cette histoire-là, elle raconte une histoire plus grande et elle raconte 30 ans de traitement ou de non-traitement des victimes de violences sexuelles en France depuis la fin des années 80 jusqu'à ce qu'on appelle effectivement l'ère MeToo. Amis du café. Amis du café, amis de la grand-mère borne. Oh, putain, j'en mets partout. Oh, on dirait l'Assemblée. Oh la vache. Bonjour Alice. Bonjour David. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, très bien. Je sais pas comment on va faire cette émission parce que, en règle générale, tu déconnes bien, moi aussi. Est-ce qu'on va réussir à se retenir parce que le sujet, il y a pas un trait d'humour dans ton bouquin, je crois. Non, je crois pas, non. C'est impossible. C'est pas très feel good. C'est pas très feel good, en effet. c'est ça. Sambre, radioscopie d'un fait divers, c'est sorti quand? C'est sorti il y a un mois, le 11 janvier. Le 11 janvier. Et ça marche très fort, non? En tout cas, la critique est incroyable. Je sais pas, effectivement, les retours presse sont très chouettes et les retours de lecteurs et de lectrices sont plus que chouettes là. Ouais, voilà, c'est un moment intéressant ce retour. Alors là, vous voyez, c'est la modestie faite femme. Les retours presse sont très chouettes. Le Monde a écrit que c'est un livre magistral. Non mais t'imagines? Hein, ils ont dit ça, magistral. C'est ça. Et donc là, c'est le bandeau de la réédition, magistral. Et on peut le dire. Et on peut le dire. Bon, 4 ans d'enquête. Attends, je recherche mes petites notes. Allez, je fais la petite présentation, puis après on attaque l'entretien. Pendant 30 ans, il fut une silhouette qui hantait le nord industriel. Il violait, agressait au petit matin des dizaines de femmes. Plus de 50 officiellement, brisé à jamais. Puis il s'arrêtait, puis il recommençait. Alice Géraud, écrivaine, scénariste. Là, elle prend ses lunettes tout de suite. Écrivaine, scénariste. Parce que j'ai vu qu'il y avait des petites choses à lire sur le côté, et là, j'étais dans le flou. Alors, lis et surtout réponds. Ex-journaliste, Libé, Les Jours, est allé à la rencontre de ses victimes. 4 années d'enquête terribles et sobres qui disent 30 ans d'agression, d'incurie judiciaire, de bassesse policière, 30 ans qui racontent la France du silence et du laisser-faire. Page après page éclate la mécanique d'un échec et l'on saisit combien la bascule du système judiciairo-policier de la fin des années 80 où démarre l'affaire jusqu'à l'affaire à l'ère MeToo, puisque la dernière arrestation arrive à ce moment-là. Combien cette bascule fut lente et reste encore sourde, trop sourde aux plaintes.
Alice, merci infiniment d'abord d'être là. Merci infiniment pour ton bouquin, qui est un bouquin au sens propre sensationnel, c'est-à-dire que il y a page après page des sensations terribles, puisque tu racontes un grand nombre de viols, tu as rencontré de viols ou d'agressions sexuelles, tu as rencontré donc ces victimes de ce monsieur qui, pendant 30 ans, a réussi à échapper à la vigilance de la police et de la justice. On va longuement en parler parce que ça parle aussi de ça, ton livre, c'est-à-dire comment, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années toutes ces années-là, la police était en dessous de tout concernant ces questions-là. C'est sur quel périmètre cette histoire? Est-ce que tu peux la résumer? Oui, alors je vais la résumer. Effectivement, tu as raison de poser la question du périmètre parce que les dimensions de cette histoire sont une de ses caractéristiques et ce qui a provoqué mon étonnement et mon premier intérêt pour cette affaire. Donc cet homme qui s'appelle Dino Scala a commencé à agresser sexuellement et violer des adolescentes et des femmes pendant donc 30 ans. Sur la route entre son domicile et son travail le matin, en fait, en allant à l'usine. Et c'est une route qui longe, ça se passe dans une région qui s'appelle le Val de Sambre, qui est une toute petite région isolée du nord de la France. En fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont peut-être nombreux, c'est le sud du département du Nord, avant les Ardennes. Et c'est une région industrielle en crise profonde depuis les années 70. Et donc cet homme, il longe sa route longe la rivière qu'on appelle la Sambre, et c'est 27 km entre son domicile et son usine qui se trouve à Gemont, à la frontière belge. Voilà. Et donc moi, c'est ces dimensions qui au début m'ont interpellée parce que je me suis dit comment est-ce possible en fait, comment cet homme a pu agresser autant de femmes sur un si petit périmètre pendant aussi longtemps. Et donc, c'est avec cette première question, qui était une question sans aucune piste de réponse, que j'ai pris un train pour Maubeuge, qui est la ville principale de ce Val de Sambre, et que j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire. Voilà. Et puis assez rapidement, et particulièrement en rencontrant les premières victimes, j'ai compris. D'abord, j'ai été bouleversée par ce que ces femmes me racontaient et par l'état dans lequel je les ai trouvées. En fait, elles me racontaient un viol qui avait eu lieu il y a 10, 20 ou 30 ans pour certaines, comme si ça s'était déroulé la veille. En fait, la vie s'était arrêtée à ce moment-là, sur le bord de la route. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que très vite dans leur récit, j'ai vu des traits communs. Alors, il y a toujours des traits communs aux victimes d'un criminel en série, évidemment, le mode opératoire, mais au-delà de ça, il y avait des traits communs dans la manière avec laquelle elles avaient été reçues. Et donc, effectivement, il y avait quelque chose, à chaque fois, il y avait quelque chose qui s'était mal passé dans l'accueil qu'elles avaient reçu au commissariat. En tout cas, elles l'avaient perçu comme tel. Et puis, au moment où je les vois, moi, c'est après l'arrestation de Dino Scala. Donc, elles sont dans une autre phase où elles sont davantage en contact, d'ailleurs, avec la justice qu'avec la police, puisqu'on est au moment où la juge d'instruction instruit pour pouvoir renvoyer Dino Scala devant une cour d'assises. Et je voyais bien que ça se passait pas très bien non plus. Et pourtant, effectivement, comme tu le rappelais, on est en 2018, on est au moment, en fait, quelques mois après le début de la vague MeToo. Ce qu'on appelle la vague MeToo, disons. Et en fait, assez rapidement, je me rends compte que cette histoire-là, elle raconte une histoire plus grande que la sienne, et elle raconte 30 ans de traitement ou de non-traitement des victimes de violences sexuelles en France depuis la fin des années 80 jusqu'à ce qu'on appelle effectivement l'ère MeToo. Et donc, je décide de raconter cette histoire par ce prisme-là, en m'intéressant à la manière dont on a traité ces femmes et de ce que ça raconte, pas seulement d'ailleurs de la police et de la justice, peut-être un peu plus globalement de nous.
Absolument. Mais bon, ici, on a un petit prisme, oui. hein, tu vois. Oui, je sais. donc voilà. Non, mais on va parler de cette mairesse qui dit qu'il faut pas que ça fasse de bruit, des médias qui taisent l'affaire pour du monde économique qui ne veut pas que le violeur en série, puisque c'est de ça dont il s'agit, fasse les gros titres, parce qu'il faut désespérer personne, quoi. Voilà. Il y a une question du chat. Est-ce que on connaîtra un jour le nombre exact de ces victimes? Non. Non, on ne le connaîtra pas. On sait que le nombre en fait, il a été renvoyé par la justice devant la cour d'assises. Son procès s'est tenu au mois de juin l'an dernier. Voilà. Il a été renvoyé pour 56 cas et il a été condamné pour 54. Il y en a 2 qui ont été écartés au bénéfice du doute, qui, comme vous le savez, bénéficient à l'accusé. Voilà. Mais durant le procès, un des 2 cas où la jeune fille apprend qu'elle est écartée à ce moment-là, c'est ça, hein, pendant le ah oui, c'est terrible en fait. C'est terrible et on peut penser en plus que c'est une victime qui avait un comportement à l'audience qui était très différent du comportement des autres. C'est-à-dire que c'est une des victimes qui n'avait pas été crue. Elle avait été agressée quand elle avait été adolescente. Elle en avait tellement souffert qu'elle ne voulait plus prendre le risque, se revendiquer comme, réclamer le statut de victime. Elle a dit voilà, vous jugerez, mais moi je ne veux pas avoir à réclamer parce que c'est trop douloureux en fait comme réponse. Et la réponse a été particulièrement douloureuse. La seconde personne écartée, c'est plus incompréhensible au regard des faits. Et c'est une personne qui était considérée comme porteuse d'un handicap mental, qui était hospitalisée, qui n'était pas à l'audience. Voilà. Donc moi, ça m'a laissé un goût assez amer. Il faut savoir que Dino Scala est à nouveau présumé innocent des faits, oui, puisqu'il a fait appel de cette décision. Et il sera jugé au mois de juin. Non. Alors, c'est effectivement ce qui est écrit dans la première édition du livre, mais alors. Mais non, son avocate a demandé pour raison personnelle un report, et donc le report a été accepté, et c'est ce qui est encore plus terrible pour les victimes, puisqu'elles ne connaissent pas la date. C'est des procès très longs avec beaucoup d'avocats qui sont très compliqués à audiencer dans une cour d'appel surchargée. Mais pour répondre à la question, durant le procès, les avocats généraux, donc l'accusation, se sont émus de l'absence d'un certain nombre de victimes qu'ils avaient croisées dans le dossier, qui n'ont pas été reconnues, et ils ont annoncé qu'ils demandaient l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire pour au moins 14 cas. Des cas d'ailleurs qui pour la plupart figurent dans mon livre. Dans le livre, il y a aussi je pense à une dame qui se prénomme Rachel, et que j'ai eu moi après le procès, et en fait que la justice ne connaissait pas. Donc normalement, il y aurait même un autre procès pour d'autres cas. Alors là, on est sur une petite quinzaine, mais il y a un chiffre noir certainement important dans cette histoire. Ce sont les victimes qui n'ont pas porté plainte. Voilà. Donc, et elles sont certainement nombreuses. Donc, ton livre est bâti essentiellement sur des témoignages de victimes que tu rapportes à l'indirect. C'est un récit indirect, hein. Il y a assez peu il y a un CP de guillemets, mais on sent que tu as rencontré des dizaines de victimes. Tu les as rencontrées là où elles vivent aujourd'hui, c'est-à-dire parfois bien loin de la Sambre. Et puis, il y a ce Dino Scala dont tu parles finalement assez peu, même s'il hante chaque virgule, et c'est assez rigolo, d'une certaine manière, parce que ce matin même, on a mis à peu près 12 minutes à prononcer son nom. Oui, j'aurais pu d'ailleurs ne pas le prononcer. Effectivement, il n'est pas mon sujet, en fait. C'est ça. Il n'est pas mon sujet. Peut-être, merci, mais voilà. Bon, alors après, les criminels en série, ont beaucoup de gens qui s'intéressent à eux, donc je ne m'inquiète pas vraiment pour lui, hein, mais non, c'est pas mon sujet, parce que je sais pas quoi dire moi de cet homme-là. Enfin, j'ai pas énormément de choses à dire. Je suis pas expert psychiatre. Ce qui m'intéressait, c'était pas seulement d'avoir le point de vue des victimes, mais c'était de ce que cette histoire elle raconte de notre système, et notamment effectivement de notre système policier et judiciaire. Donc lui,
lui est cette histoire n'est pas un fait divers, mais lui est effectivement un personnage de faits divers, quoi. J'ai pas grand chose à dire de lui. Effectivement, je parle un petit peu de lui dans le livre uniquement pour raconter brièvement la banalité de sa vie au regard, je mets en regard au chaos qu'il sème derrière lui de façon très tranquille. Voilà donc dans d'autres vies. Sans divulgacher, puisqu'on comprend très vite, après plusieurs pages où une victime raconte dans le détail ce qui lui est arrivé et surtout ce qui lui est arrivé après, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de tentatives de suicide, il y a quand même des gens qui se cloîtrent, qui se cadenassent, etc. Enfin des vies qui sont absolument brisées et qui continuent à être brisées 30 ans plus tard pour certaines. Enfin c'est terrible. Et puis il y a des petits chapitres de 4 phrases où tu donnes d'une certaine manière des nouvelles de ce monsieur pendant ce temps-là, et on apprend, et puis après on arrêtera de parler de lui, on apprend que ça va très loin, puisque là où il est, donc Aulnoy-Aymeries, c'est petit, donc tout le monde se connaît, et lui notamment il connaît les policiers, et donc il voit à un moment donné son portrait robot, racontes-tu, dans le mur du commissariat, et il en rigole en disant mais c'est moi, on dirait que c'est moi, et ses copains policiers rigolent avec lui, parce que ça ne peut pas être Dino, ça ne peut pas être le copain du coin, qui par ailleurs fréquente le club de football, donc connaît en fait les frères et sœurs des uns et des autres, etc., etc. Bon voilà, il y a tout un enchevêtrement. Mais tu démarres par Christelle, qui a 13 ans, c'est page 37. Tu as choisi de nous raconter d'abord Christelle. Pourquoi as-tu fait ce choix-là? Pourquoi elle plus qu'une autre? Alors, je m'attarde un petit peu sur Christelle avec le peu que j'ai, puisque donc c'est une victime que je n'ai pas rencontrée, c'est une femme qui est décédée assez jeune, autour de la trentaine. Je m'intéresse à Christelle parce qu'elle est à mon avis une des figures de ce qui va pas. Cette adolescente, donc elle a 13 ans, est déposée par son père au bas de la bretelle de la 4 voies et commence à prendre cette route là dès 1959 pour se rendre à son collège, lorsqu'un homme l'attrape par derrière et la viole. Elle se rend comme souvent les victimes après l'agression ou le viol, elles sont un peu en mode quelque chose de l'ordre un peu de zombie. Elles continuent pendant quelques minutes, quelques heures parfois à faire ce qu'elles étaient en train de faire, en fait, très bizarrement. Donc elle se rend à son collège, sauf qu'au collège elle est hébétée, en pleurs, et une surveillante appelle la police. Elle est amenée au commissariat où elle raconte cette histoire. Et au commissariat, alors moi cette histoire-là, je la reconstitue par les procès-verbaux. Il y a un premier procès-verbal où elle est entendue très brièvement par un ou une policière, je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé, qui se prénomme Camille. C'est ça. Et ça a l'air de se passer correctement. Enfin, c'est très bref. Puis elle est réentendue par un second policier qui est un homme. Et là, on décide de ne pas la croire. On décide de ne pas la croire, et ça c'est très important. Elle a 13 ans. Elle vient d'un milieu social très compliqué. Elle a des parents, elle a une mère, mais elle a un tuteur. Elle est suivie par les services sociaux. On sent qu'à l'école, ça va pas très bien. Enfin voilà, elle a une double vulnérabilité, outre le fait d'arriver en état de choc post-traumatique très avancé. Et on va soupçonner qu'elle invente cette histoire de viol pour cacher une vie sexuelle préexistante, voire pour cacher une grossesse, quand bien même elle n'est absolument pas enceinte. Et on va s'échiner à lui faire avouer cette vie sexuelle. On va lui faire raconter, on va lui dire « Ah, mais tu sais que ton tuteur m'a dit que tu avais eu des relations avec un petit copain. Est-ce que tu pourrais me raconter exactement ce qu'il t'a fait ?» Et cette gamine de 13 ans va devoir raconter des gestes sexuels qu'elle a pu avoir avec son petit ami. Enfin, voilà, c'est assez insoutenable à lire. Cette affaire va être classée, oubliée. Il y aura 3 PV. Plusieurs. J'ai noté 3 PV, c'est rien, 3 procès-verbaux.
Ah oui, puis court, hein. On n'est pas sur des pages et des pages, hein. C'est très court. Je les ai lus, ils sont aujourd'hui quasiment effacés par le temps, l'encre. Enfin voilà, ça dit beaucoup de choses, la photographie de ce procès-verbal. Et cette histoire, elle est intéressante d'abord parce que donc à l'endroit où elle va être agressée précisément, c'est une petite voie avec un garage. Deux autres femmes vont être violées plus tard, dans les années qui vont suivre, exactement au même endroit avec un mode opératoire similaire. Mais on ne le saura pas parce qu'on aura totalement oublié sa plainte. Et puis cette histoire, elle est intéressante parce que j'ai remarqué dans mon enquête que celles qu'on ne croit pas, ce sont les adolescentes. Il y a environ un tiers de victimes mineures parmi les victimes répertoriées de Dino Scala. Et la question de la remise en cause de la parole de la victime touche particulièrement, pas exclusivement, mais particulièrement les adolescentes. Alors moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais je trouve que c'est une question qui mérite d'être soulevée. Je ne sais pas ce que représente. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantasme sur l'adolescente menteuse qui est très puissant, qui est plus puissant que des récits très circonstanciés que font ces victimes. Il y a une autre victime en 2008, ça veut dire que ça traverse le temps, qui va subir un véritable interrogatoire oui, parce que sur son viol. En fait, je ne sais pas si c'est un effet voulu pour toi, mais tu démarres par Christelle, c'est effroyable, elle meurt à 30 ans, enfin voilà, elle n'aura pas eu de vie, cette jeune femme. Et on se dit, bon, ça c'est 89, voilà. Et depuis, les choses ont changé. Et en fait, on s'aperçoit au fil des chapitres que... alors, tu as rencontré des policiers, on va raconter tout ça. Donc, il y a effectivement une prise de conscience. Mais quand même, globalement, le service de base de police, il n'est pas bon, quoi. Il n'est pas bon. Et l'idée de l'adolescente mythomane qui fait son intéressante, qui veut cacher en fait autre chose et qui dit qu'elle a été violée pour pas dire que c'est son petit copain, voilà, c'est encore aujourd'hui, quoi. Oui, alors il y a des choses qui évoluent. Plutôt dans le bon sens, hein. On n'est pas vers une aggravation, loin de là, mais il y a encore beaucoup de choses à changer. Et sur la question de l'adolescente, effectivement, c'est quelque chose qui reste, même si il y a des nuances qui évoluent. Par exemple, là, on parle de ce cas-là à la fin des années 80, début des années 90. On voit que ce que l'on cherche sur l'adolescente, c'est elle aurait une vie sexuelle, elle n'est pas vierge, elle serait enceinte. On voit à peu près ce qui se joue. Oui, absolument. Plus tard, on va continuer à mettre en doute la parole des adolescentes, mais sur d'autres registres, leur fragilité, l'idée, alors ce qui revient tout le temps, c'est elles ne voulaient pas aller au collège, au lycée, chez le patron pour l'apprentissage. On les soupçonne d'avoir inventé un viol, de s'être mis dans cet état-là pour ne pas aller au collège, au lycée. Voilà. Enfin, c'est très étonnant. Avec parfois, oui, des cas compliqués. Une jeune fille qui est violée, les policiers la soupçonnent de ne pas vouloir aller, je crois que c'est au collège ou au lycée, parce que en cas de contrôle, elle dit non, il n'y a pas de contrôle. Ils vérifient si ce jour-là, il y a 2 contrôles qui sont prévus. Ouais. Donc forcément, elle a menti. Et rien, voilà, ce qu'elle a raconté est faux. En fait, ce qu'elle voulait, c'était de ne pas aller passer les contrôles de je ne sais quoi. D'ailleurs, tu donnes pas lesquels, ben on s'en fout. Et ça, c'est terrible parce que un petit détail de rien du tout. Alors tout se retourne contre elle, mais le cas dont tu parles là est intéressant parce que c'est le dernier cas. Donc c'est en février 2018. Absolument. Une jeune fille, ça se passe en Belgique, à Erkeline, qui est la commune. Mitoyenne de la collée à la frontière du côté belge. Et les policiers, c'est très étrange parce qu'à la fois ils prennent au sérieux ils diligentent un certain nombre d'actes d'enquête, ils prennent au sérieux cette jeune fille, mais ils lui posent quand même la question. Parce que ça, c'est systématique et particulier aux victimes de violences sexuelles. On va vérifier leurs paroles, ce qui n'arrive pas, je sais pas, toi, mais moi, je me suis plusieurs fois fait voler mon portable et déjà fait cambrioler. On n'a pas remis en cause ma parole, absolument pas. Et là, on va effectivement lui demander si elle avait des contrôles. Elle dit non. Bon, faut voir dans quel état arrive cette adolescente au commissariat. Elle dit non. On l'a peut-être oublié, etc. Mais c'est étrange. Donc on va la réinterroger dessus. Donc c'est des choses qui sont récurrentes et voilà, qui touchent
Je le dis parce qu'il y a quelque chose, il y a une piste de réflexion là-dessus qui touche particulièrement les adolescentes. On fait moins ce coup-là à des femmes d'un certain âge. Tu écris, page 321, puisqu'effectivement il s'agit de ce cas-là. Nous sommes en février 2018, la vague MeToo a traversé l'Atlantique, elle a submergé les réseaux sociaux et les médias européens, et pourtant, ce matin-là, au commissariat d'Erqueline, donc celui dont tu viens de parler, il y a toujours ce doute poisseux sur la parole des victimes. Il n'empêche pas l'enquête, ce doute. Il n'empêche pas l'empathie, mais il est posé là. 2018, c'est hier, quoi. Alors, on va voir qu'effectivement, il y a des évolutions. Il y a 2 évolutions, celle du droit et celle des techniques de police. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que tu nous racontes quand même la difficulté au tout début pour les enquêteurs. C'est que, si j'ai bien compris, il y a 3 commissariats, plus une quinzaine de gendarmerie qui gèrent ça. Et donc, on est à un moment où il n'y a pas encore d'informatisation. Oui, alors souvent on parle de la question, on se dit notamment sur les affaires de criminalité sexuelle, des évolutions de la police scientifique, alors qui sont évidentes. Ce cas-là, il aurait commencé en 2018, peut-être qu'on l'aurait arrêté en 2018. Effectivement, l'ADN fait que c'est un outil pour les policiers qui est assez radical avec ce que ça peut poser comme question, mais c'est radical. Mais moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est l'absence d'informatisation en fait. Enfin, ça m'a frappé. J'étais née, donc je le sais, mais effectivement, pas depuis longtemps, il y a. Hein. Oui, bon. Les policiers ne communiquent pas entre eux. Ouais. Ces 3 commissariats qui sont donc sur moins de 30 km, ils ne communiquent que s'ils veulent communiquer. Enfin, s'ils veulent se parler, ils décrochent leur téléphone et ils s'appellent. Mais il n'y a pas l'information n'est pas recoupée, n'est pas partagée, et il n'existe pas de mémoire commune des choses. Et sur une affaire de crime en série, ça pose effectivement un gros problème. Et il n'y a pas de mémoire artificielle, pas de mémoire informatique, qui pourrait par exemple permettre au tribunal du ressort de pouvoir se dire que toutes ces affaires ont peut-être un auteur commun. Il y a très peu de mémoire humaine, notamment du point de vue de la justice, puisque on a des magistrats qui changent tous les 18 mois, tous les 2 ans, grand maximum, qui ont d'autres chats à fouetter que cette affaire, visiblement. Et donc, cette affaire, elle s'évapore en permanence, en fait. Et voilà. Et les policiers, alors faut aussi voir, il y a autre chose en termes de culture. Il y a une culture profondément sexiste à ce moment-là, qui est pas complètement, voilà. Mais j'y reviendrai. Mais il y a aussi que la police française, à la fin de ces années 80, début des années 90, ne croit pas au phénomène des criminels en série. Pour eux, c'est clairement un truc d'américain, quoi, pour résumer. C'est vrai, effectivement, peut-être dans ces petits commissariats du Val-de-Sambre, mais enfin, on l'a vu, c'était vrai au 36 quai des Orfèvres à Paris. L'amie Patricia Tourangeau l'a très bien raconté dans son livre sur Guy Georges. En fait, ça naît après Guy Georges, cette acceptation en fait de l'existence de criminels en série et le développement de méthodes de police qui peuvent aller et d'enquêtes qui peuvent aller avec. Mais donc il y a tout ça, mais le fond, le socle, il y a autre chose. Il y a une espèce d'indifférence sur ce qu'ont vécu ces victimes. Il y a une phrase qu'elles ont trop souvent entendue et elles l'ont répétée encore plus de 30 ans après à la barre, parce que pour elles, c'est des phrases qui leur ont fait mal. Ça n'est pas très grave, ça va aller, tu as eu de la chance. Et ces phrases-là, c'est déflagratoire pour des victimes. Ben voilà, parce qu'elles ne sont pas mortes et puis c'est terminé. Voilà, c'est fini. Voilà, ça y est, c'est passé. C'était un mauvais moment, effectivement. Très mauvais moment. Alors, il y a pas que ça. Page 34, tu parles de la rivalité aussi entre les commissariats et notamment entre les policiers et les gendarmes. Hein. Tu dis le ton du rapport de gendarmerie donne la mesure de la rivalité entre policiers et gendarmes. À cette époque, Maubeuge compte une gendarmerie, un commissariat de police. Les 2 bâtiments sont situés à quelques centaines de mètres de l'un de l'autre, séparés pour le boulevard de l'Europe, où ils ont une partie des agressions.
La gendarmerie est censée déjà plutôt s'occuper de ce qu'il se passe en dehors de l'agglomération, hors la ville, mais comme elle est installée en plein cœur de Maubeuge, il arrive que des victimes, ignorant les subtilités administratives de partage des compétences entre forces de l'ordre, atterrissent par hasard à la gendarmerie. Qui conservera les suites des investigations? Les policiers appellent ça du braconnage. Oui, j'ai découvert ce terme. C'est un policier qui me l'a expliqué. Effectivement, alors il y a une réforme qui intervient à la fin des années vers 2009, 2010. Je me souviens plus la date exacte, mais à ce moment-là, il y a effectivement un partage de compétences. Voilà, il y a un partage de compétences territoriales qui est un peu compliqué et qui échappe effectivement aux administrés pour la plupart. Donc les femmes, elles se rendent où elles peuvent. Et notamment dans la vague d'agressions très importante qui est en 1988, de 88-89, principalement sur la commune de Maubeuge, il y a ces deux choses. Et il y a des enquêteurs qui ne se partagent pas les informations, tout simplement parce que l'un porte un képi et l'autre ça devait être une casquette à l'époque. Et voilà, donc on en reste là et cette histoire n'existe pas, donc elle n'est pas partagée. Et on sait, ces femmes-là ont été retrouvées des années après, mais pour elles pensaient qu'elles avaient été oubliées. Elles-mêmes ignoraient qu'elles étaient victimes d'un violeur en série. Oui, personne ne leur a dit. Elles vont le comprendre bien plus tard. Et pour certaines, au moment de l'arrestation. D'ailleurs, le chat te demande, est-ce que des victimes ont découvert avec ce procès que l'accusé était leur agresseur? L'accusé... c'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que quand elles ont vu, j'imagine, sa photo lors du tribunal, elles se sont dit, mais en fait c'est lui qui m'a agressé. Et il était trop tard. Oui, elles ont. Alors pardon, ça y est, elles ont d'abord quasiment aucune d'entre elles n'avait vu, sauf par accident, son visage, parce il était extrêmement précautionneux, il arrivait par derrière, il protégeait son visage et sauf quelques-unes par accident qui ont permis d'établir quelques portraits robots. Elle ne connaissait pas son visage et certaines effectivement en écoutant le récit qui était fait à la télévision pour à l'arrestation de cet homme, se sont dit mais c'est ça qui m'est arrivé, voilà. C'est ça, voilà. Et donc elles ont contacté, ou pas, celles qui n'ont pas contacté, par définition on ne les connaît pas, elles ont contacté la justice pour se signaler. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu racontes. Certaines ont eu la force de le faire, d'autres non, etc. Il y a aussi tous ces obstacles à faire valoir ses droits parce que ça coûte de l'argent, etc., que tu racontes. Je reviens évidemment sur la maison Poulaga. Il y a quand même un gars. Enfin, j'en rigole, mais c'est évidemment sombre. Il a 3 affaires qui sont similaires. Il fait pas de rapprochement, c'est page 65. Un même policier du commissariat de Jaumont s'est pourtant occupé de 3 affaires. Il fait pas de rapprochement. Donc, et là tu dis ça parce qu'à ce moment-là, il y a pas ça n'est pas dans le logiciel, pour parler comme Macron, de la police, de se dire ça existe le phénomène de sérialisation du crime. Donc pour lui, c'est 3 cas séparés. C'est ce que je disais, il y a ça. Alors on n'est pas non plus là, je parlais du 36 qui est des Orfèvres tout à l'heure, on n'est pas non plus dans des services d'enquêteurs rodés à des enquêtes pas possibles. On est sur des policiers qui prennent le tout venant, qui sont assez peu formés, voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça en fait. Effectivement, nulle part dans la police on ne pense criminel en série. On connaît mal la question de la criminalité sexuelle. Si on la connaissait, on saurait que ce sont des types qui recommencent toujours de la même façon. C'est vraiment une caractéristique des prédateurs. Ça pose d'ailleurs d'autres questions, mais on n'a pas de réflexion là-dessus, on n'a pas de connaissance, on n'a pas de culture là-dessus. Et par ailleurs, il y a plusieurs choses qui font qu'ils ne font pas le rapprochement. C'est pour faire le rapprochement, il faut s'y intéresser de près, il faut être préoccupé. Très clairement, à cette époque-là, ça n'est pas une préoccupation, quoi. Très clairement, ça n'est pas une préoccupation. Donc, on peut laisser filer beaucoup de choses comme ça si on ne s'y intéresse pas. Et puis, alors il y a autre chose.
quand les plaintes sont mal prises, la plainte, c'est vraiment la pierre fondatrice d'une procédure. C'est ce qui va permettre ensuite de faire des rapprochements, de pouvoir recouper des indices, de pouvoir avoir des éléments de preuve. Quand elle est mal prise, finalement, on peut avoir des plaintes qui se ressemblent pas tant que ça, alors qu'elles racontent 3 fois la même histoire. Et moi, dans le livre, c'est ce qui m'a intéressé, c'était aussi de confronter des récits parallèles. Quand on lit les plaintes et quand on écoute ces femmes, on a des histoires parallèles qui ne se ressemblent pas, en fait. D'abord, elles ne sont pas racontées avec le même vocabulaire. On a ce qui est censé être des verbatims dans des procès-verbaux, une femme qui dit je me promène pédestrement en tenue bourgeoise. Non, en fait, non, elles n'ont jamais dit, elles n'ont jamais prononcé ces mots. Un individu de type de type ignoré, elles mettent parce que un individu de type ignoré. Genre ça, c'est de type. Ce qui n'a pas empêché certains policiers de faire des téléx avec des téléx et des informations qu'on se partage. Il y en a quand même quelques-unes à l'époque par fax entre commissariats. Des téléx avec dans le PV on est de type ignoré, puis dans le téléx on est de type nord-africain. Voilà. Donc on ne sait pas du tout à quel moment l'information se transforme. Il y a autre chose que je voudrais dire sur les plaintes, c'est que je m'aperçois. Quand je dis qu'il y a une différence entre le récit des femmes et le récit qui est fait sur procès-verbal, c'est qu'on va systématiquement amenuiser, voire faire disparaître la dimension sexuelle de l'agression. Ça sera toujours un cran en dessous sur le PV. On a l'impression que, je sais pas, c'est un sentiment que j'ai eu, qu'il y avait même une forme de gêne de la part de certains policiers, comme on était dans une agression sexuelle, c'est de l'ordre de l'intime, donc on va avoir une certaine pudeur, c'est étonnant tout de même. Et donc au point de requalifier presque les faits, même si c'est pas eux de le faire. Ils requalifient. Il y a des requalifications. C'est récurrent. Des viols deviennent des agressions sexuelles. Alors oui, et puis même au départ, des agressions sexuelles deviennent des tentatives de viol, des violences simples, on va voir menaces de mort. Effectivement, il leur dit si tu bouges, je te tue. Oui, effectivement, il y a une menace de mort, mais en réalité, ça devient la qualification principale, alors que ça devrait être une circonstance aggravante du fait. Et il y a toujours une euphémisation. Voilà, et on est juste pour rappel, le viol par fellation est considéré comme un viol depuis 1980. Donc au moment où cette affaire arrive, ça fait longtemps que voilà. c'est entériné cette histoire, et on voit jusqu'à assez tardivement des viols par fellation qui sont requalifiés par les policiers en agression sexuelle. Il y a quelque chose qui les embête, quoi. Et donc on va plutôt dire agression sexuelle. Bon, alors après la justice a plutôt fait son boulot là-dessus et a opéré les requalifications qui étaient nécessaires. Mais voilà, il y a toujours un petit cran en dessous, quoi. Alors, tu sais, ici, on aime la maison Poulaga, donc je voudrais quand même donner quelques raisons aussi à cette incompétence, à cette incurie. Moi, j'avoue que j'aurais été beaucoup plus dur que toi, mais toi, tu es tout en sobriété, c'est super. Il y a un chapitre intitulé « Le commissariat », page 43. Tu expliques par exemple qu'un policier se souvient d'aller régulièrement à la mairie pour faire des photocopies faute de papier dans le commissariat. Et je te cite, « Les bureaux sont exigus. Les archives entreposées n'importe comment dans un autre couloir et dans le grenier. Les vestiaires ressemblent à ceux d'une piscine municipale. » Il y a quand même une vétusté des commissariats, c'est-à-dire que les mecs travaillent quand même dans des conditions qui sont quasiment indignes en fait. Ils peuvent pas bosser. Qui sont indignes. Le commissariat dont tu parles, c'est celui de Aulnois-Emery, donc qui est le commissariat le plus proche du domicile de Dino Scala, celui d'ailleurs dont il connaît effectivement un certain nombre de policiers. Alors ce commissariat, ça ressemble à c'est une maison en fait, c'est une sorte de pavillon, sauf qu'il y a un espèce de vague drapeau bleu, blanc, rouge, tout déchiré qui flotte et un pauvre néon police. Mais il y a une petite grille, des bégonias, enfin c'est très étonnant. Et à l'intérieur, on a essayé d'aménager un commissariat, sauf qu'effectivement, c'est pas fait pour ça. L'identité judiciaire, c'est dans la salle de bain avec un gros trou dans le carrelage au milieu. Enfin, c'est lunaire. Mais ça, outre côté. Quand dans les années 80, j'ai beaucoup lu moi la presse locale en fait sur toute cette période.
Et je retrouve au moment, au début des faits, je sais plus, j'arrive pas à me souvenir quel ministre en visite dans le coin dit déjà que ce commissariat est indigne et qu'il faudrait le changer et qu'il promet bien sûr, voilà. Le commissariat, il est toujours là. Il va changer cette année. En fait, on en construit un nouveau cette année. Et en fait, c'est lié à l'affaire. Il y a un manque de moyens. Est-ce que tu penses que c'est lié au retentissement de l'affaire ou pas? Que le non, c'était engagé, tu sais, ça prend du temps. Non, c'était engagé avant 2018, mais enfin, ça prend du temps, ça prend 40 ans. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est voilà. Et non, mais les policiers travaillent avec aucun moyen, et je crois réellement que dans cette histoire-là, comme on ne prête qu'aux riches, les institutions, que ce soit la police et la justice, c'est vrai pour les autres institutions, mais dans cette région qui est déjà ultra sinistrée, on leur donne encore moins. Enfin, c'est toujours le même principe. Hein. C'est comme en banlieue. On est censé donner plus aux moins bien lotis. En réalité, on donne beaucoup moins. Et tu citais le cas du policier qui dit on allait faire des photocopies à la mairie. Mais ce que m'expliquait ce policier, et c'est là où on voit que les choses se croisent. Hein. Il n'y a pas que de la maltraitance intentionnelle vis-à-vis des victimes. Il me dit, l'avantage de prendre des mains courantes plutôt que des PV, c'est que quand on n'a pas de papier, en fait, on peut le mettre dans le cahier des mains courantes. Hein. Voilà, quand on n'a pas de papier. Voilà, voilà, ça aussi, tout ça, c'est quand même une mécanique de l'échec qui a de nombreuses causes, quoi. Et le côté systémique et le rôle de l'indigence, en fait. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'assister à un spectacle, une forme d'indigence de la police et de la justice, hein, sur les moyens alloués à la justice. Honnêtement, c'était pas mieux. Il y a 2 postes de juge d'instruction. Il y avait à Avesnes-sur-Helpe, qui est le tribunal du ressort. Dans toute cette période, il n'y en a toujours eu qu'un d'occupé. L'autre était vacant, en fait. Voilà, on peut pas. Enfin, les gens ne peuvent pas non plus travailler avec des moyens pareils. Voilà. Alors, justice, page 109, si tu crois que j'ai pas lu ton bouquin, toi. Certains employés des greffes refusent de se rendre aux archives du tribunal. Ils rapportent que des rats y courent. Les archives sont enterrées dans un ancien dépôt militaire de munitions, d'immenses coursives rongées par l'humidité, où personne ne range plus rien depuis des années. Le nouveau procureur d'Avesnes ne se remet pas de sa première visite en découvrant l'état des lieux. Des dossiers ouverts sont posés à même le sol, les scellés sont laissés à l'abandon. Je crois que c'est une illustration de ce que je viens de dire. Tu es bien l'autrice de ce livre. Oui. Voilà. Et tu racontes justement, parce que bon, ça c'est l'état des lieux, et puis tu expliques ce que ça génère. Ça génère une amnésie finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de recoupement, une amnésie que l'absence de récit médiatique de ces agressions sexuelles et de ces viols ne peut sauver. Ça, on en parlera dans quelques instants. Oui, pardon. Une des difficultés de la procédure pour que les victimes obtiennent justice aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de plaintes ont été perdues. Oui. Ça, c'est incroyable. Entre autres, pour des raisons comme celle-ci. On ne sait pas à quel moment, je crois que c'est à la fin des années 2000, on va commencer à transférer les plaintes des commissariats, les archives aux archives départementales, mais il y a de la déperdition, on en détruit, on en balance, etc. Tout ça, alors, ça paraît, évidemment, on regarde ça, nous, avec nos lunettes de 2023, dans une société où tout est consigné, numérisé, etc. Mais ce monde de papier était très volatile, en fait, et on perd les choses, voilà, on les perd. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des 2 victimes au tribunal qui n'ont pas été reconnues, pour lesquelles il a été acquitté. C'est des victimes dont les plaintes ont été perdues. Donc voilà. Il n'y a plus de traces de leurs plaintes. Alors, oui, il y en a une, pourtant c'était postérieur à 2000, quoi. Alors, on reviendra sur la justice parce qu'il y a, ou alors on peut le faire maintenant, il y a une archiviste qui va être rejointe au fil des années par une autre archiviste. On sent que tu l'aimes bien, hein, elle. Ouais. Alors attends, c'est page 92, mais tu peux... ah oui, attends, voilà. Tu permets, je lis ce passage. Sans que personne ne lui demande rien, Christine Andrieux, c'est elle, est archiviste donc au tribunal, réalise un tableau manuscrit, tracé à la règle sur des feuilles A4.
dans lequel elle inscrit des dates, des jours de la semaine, des horaires, des communes, prénoms, noms, profession des victimes, un résumé des faits, les éléments, souvent des bribes, que les victimes ont pu donner sur leur agresseur. Au fil des cases du tableau, on retrouve régulièrement voix grave, bonnet noir, opinel, strangulation, et puis l'odeur de cambouis, d'usine, de fer. Tu l'as dit, c'est un ouvrier. Enfin, des phrases aussi qui se ressemblent. Je ne vais pas te violer, compte jusqu'à 50. La documentaliste se concentre sur les agressions sexuelles et viols qui ont lieu le matin dans le Val de Sambre. Lorsqu'elle a terminé une feuille, elle poursuit son tableau sur une autre en les scotchant les unes aux autres. Et puis 10 ans plus tard, je crois qu'elle a une nouvelle collègue qui va l'aider. Et donc, elles sont à l'affût de la moindre brève, du moindre téléx, du moindre télégramme, dès qu'elles sentent que c'est en rapport avec l'affaire. À ce moment-là, l'affaire n'a pas lieu. C'est-à-dire que la police ne sait pas encore qu'elle a affaire à un violeur en série. C'est extraordinaire. Alors oui. Alors juste une toute petite correction. Énorme. Ça se voit que t'as bossé à Libé, toi. Cette femme, Christine Andrieux et Lisiane Ducastel, sa collègue, ne sont pas au tribunal. Elles sont archivistes, documentalistes à la police, au SRPJ, à la police judiciaire de Lille. Tu as raison. Donc elles ne sont pas policières, elles sont agents administratifs. Absolument, c'est ça. Et c'est vraiment, je m'y suis intéressée aussi parce que ce sont, voilà, je m'intéresse toujours aux invisibles. De Lille, hein, on va en parler de ça. Hein, tu les aimes bien. Bah, ils ont un rôle, ils ont eu un rôle important. Mais parce que globalement, que ça soit elle ou d'autres, dans un système globalement dysfonctionnel, en fait, le salut ne passe que par des individus qui résistent, qui mettent un grain de sable dans la mécanique de l'échec. Et cette archiviste en fait partie, effectivement, donc elle est pas policière, et d'ailleurs on lui fait bien sentir d'ailleurs. Et elle est chargée de rassembler tous ces téléx, ces plaintes sur le ressort du SRPJ de Lille, en gros, qui a le Nord, le Pas-de-Calais, je sais plus exactement à l'époque, voilà. Et elle fait des rapprochements parce qu'elle est sensible à ces questions d'agression sexuelle et donc elle fait des petits tableaux, etc. Personne ne lui demande rien. Et puis quand enfin, au bout de 15 ans, une magistrate il va y avoir une information judiciaire et qu'une magistrate va saisir la police judiciaire, non pas du coin, mais de Lille, pour s'intéresser à cette affaire. Elle va pouvoir faire remonter ces informations et 30 ans après, c'est ces petits tableaux faits à la main, scotchés, etc., qui permettent de donner la dimension de l'affaire. Parce que l'absence de mémoire, elle était là, en fait, elle était dans un sous-sol de la PJ de Lille à faire des tableaux et voilà. Trognon dit pas flic, mais meilleure enquêtrice. Effectivement, elles étaient, elles sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires. C'est vraiment comme dans une série policière. Ces deux dames là qui font dans leur sous-sol des tableaux. À propos de série, il y a une adaptation, non ? Oui, il y a une adaptation qui est actuellement en tournage même. De ton livre ? De l'enquête, en fait. On est parti j'ai participé, donc je peux en parler. On est pas avec mon co-auteur Marc Herpoux. On a construit. Alors c'est une fiction. Mais donc on est parti de l'enquête, mais on raconte, je pense, d'autres choses que ce qu'il y a dans le livre, ce que permet la fiction, c'est-à-dire d'attaquer le réel par une autre face, peut-être plus sur le biais de l'intime. Et c'est Jean-Xavier de Lestrade là qui est en train de la tourner, voilà. Jean-Xavier de Lestrade ? Tout à fait, monsieur. On n'est pas chez les cons là. Bravo. Non, et puis on essaie les gens. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit aux failles de notre système policier et judiciaire depuis longtemps. Donc voilà, moi je suis très heureuse qu'ils se soient emparés de ça. À propos de failles, page 72, tu te souviens de quoi il s'agit ? Alors j'ai pas noté mais hop, tac, j'avais prévu que t'allais me coincer là. Page 72. Page 72. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qui se passe, page 72 ? Ah oui, alors on revient au commissariat d'Aulnoy-Emery. Ah bah oui, voilà. S'il te plaît. Tu crois pas que je vais les lâcher comme ça ? Alors,
Au commissariat d'Aulnoy-Emery, j'ai retrouvé... alors, on m'avait raconté beaucoup de choses sur ce commissariat et beaucoup de choses que je n'ai pas pu mettre. Le chapitre s'intitule Les shérifs. On m'a raconté beaucoup de choses que je n'ai pas pu mettre dans le livre parce que pour beaucoup, elles étaient invérifiables et pourtant, c'est dommage parce qu'elles étaient effarantes. Mais il y a quand même des choses que j'ai pu vérifier et documenter. Tout à fait. Des choses que j'ai pu vérifier et documenter, c'est-à-dire que on me disait les policiers d'Aulnoy-Emery, il y avait un problème d'alcoolisme, il y en a qui faisaient n'importe quoi, etc. Bon, mais quand on est journaliste, c'est compliqué ça parce que qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà. Et comme je te le disais, j'ai quand même épluché page par page la presse locale, donc La Voix du Nord, et puis un hebdomadaire qui s'appelle La Sambre et ses différentes éditions. Et je suis tombée, donc c'était un magistrat qui m'avait dit qu'on les appelait les shérifs. Effectivement, je suis tombée sur j'ai retrouvé des affaires assez hautes en couleur qui ont donné lieu à des condamnations, à des suspensions plus ou moins lourdes d'ailleurs, de policiers d'Aulnoy-Emery qui ont commis un certain nombre de bavures, alors toujours dans le même contexte, un contexte très alcoolisé, c'est-à-dire alors 72 c'est laquelle celle-là, c'est 72 c'est alors attends, je vais te le lire, il y en a deux de suite là. Il y en a deux de suite. Alors j'avais noté celle-ci là, voilà, ici là. À moins que tu veuilles le lire, tiens. T'aimes bien lire ou pas? Alors tu fais des lectures je ou pas? peux lire. Alors ça commencerait à une dizaine de témoins. Tu vois au deuxième paragraphe. Ouais, un soir de juillet caniculaire, non? Bon, vas-y. Je ne trouve plus les témoins. Ah oui, non, pardon, une dizaine de témoins assis. Ouais, il faut quand même donner le contexte. Un soir de juillet caniculaire, la nuit est impuissante à faire baisser la température. On boit au commissariat. Il est tard. Une femme appelle pour tapage nocturne. Elle se plaint de ses voisins. Ce n'est pas la première fois. Les deux familles sont en différend permanent. 2 gardiens de la paix sont envoyés sur place. Une dizaine de témoins assistent à leur arrivée. L'un des agents est dépenaillé. Il semble totalement ivre. Il peine à marcher et doit s'accrocher aux grilles de la maison pour tenir debout. Il marmonne des phrases inaudibles. La femme qui a appelé la police se permet une remarque sur son état. Le policier se vexe. La femme est embarquée. Une fois au commissariat, le ton monte encore. Elle est maintenant menottée. Quelques minutes plus tard, le mari et la fille débarquent à leur tour au poste de police. Ils demandent des comptes, veulent savoir où elle est. En guise de réponse, un des 2 gardiens de la paix décide de les enfermer à clé dans une pièce du commissariat. Un officier de police judiciaire, prévenu, débarque au commissariat et comprend assez vite qu'il y a un souci. Il libère la mère, le père et la fille et renvoie les 2 policiers en mission. Le lendemain, les 2 gardiens de la paix rédigent un rapport. Ils expliquent avoir en réalité été frappés par la femme et se placent comme les victimes de cette nuit agitée. Sauf qu'il y aura plusieurs dépôts de plainte. La mère et la fille ont été blessées dans l'histoire et il y a des témoins nombreux. L'IGS, Inspection Générale des Services, est saisie. Voilà. Et il y a là, j'enchaîne après sur une autre histoire du même acabit. Voilà. Et donc il faut se dire qu'il y a des victimes qui ont pu arriver déposer des plaintes pour viol dans ce genre d'ambiance en fait. Voilà. Ce genre de contexte. Page 120. Donc évidemment, c'est. Pardon. Oui, vas-y, non. Non. C'est ton émission. Vas-y. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je t'écoute. Ah bah non, tu vas t'écouter toi. Page 124. Là, c'est une affaire de tapissage. Mélanie doit indiquer si parmi les hommes, le groupe d'hommes qui viennent de s'aligner devant elle, elle reconnaît son agresseur. Sauf que les faux suspects sont des policiers du commissariat qu'elle a déjà croisés. Quant au véritable suspect, elle le connaît aussi, et même bien, c'est un de ses voisins. Il habite juste derrière chez elle. Mélanie ne comprend pas le sens de toute cette mise en scène. Si ça avait été son voisin, elle l'aurait dit dès le début. Accessoirement, le voisin ne ressemble en rien à la description qu'elle avait donnée de son agresseur. Il est beaucoup plus âgé, a les cheveux gris et une silhouette différente. Mélanie pense qu'ils l'ont choisi parce que, dans le quartier, on raconte qu'il a fait de la prison. Elle a le sentiment que les policiers lui présentent des suspects qu'ils ont sous la main, juste pour lui présenter des suspects. Elle a toujours cette poisseuse impression qu'on se moque d'elle. C'est un exemple parmi beaucoup, je trouve, du traitement réservé à ces victimes. Alors là, là on est au-delà de l'incompétence. Ouais, mais on est... Bah pardon. Non, je te coupe la parole. Non. Je précise, Mélanie a 15 ans, elle est en 3e, pour donner un contexte.
Et effectivement, là, on voit plusieurs choses. On voit un mélange de manque de moyens. Alors, ils savent pas faire de formation. Ils savent pas faire un tapissage. Un tapissage, c'est pour ceux ou celles qui ne le savent pas, c'est usual suspect. Quoi. Au poste, on sait. Hein. Enfin, vas-y. Au poste, on sait le tapissage. Oui, pardon. Non, voilà. Mais on met des faux suspects et un vrai suspect au milieu pour voir si la victime le reconnaît. On fait ça avec Mélanie. Pourquoi ? Il y a quand même quelques gestes rationnels dans cette scène incroyable. Pourquoi ? Parce que Mélanie est l'une des rares victimes à avoir aperçu par accident son agresseur et d'ailleurs en avoir fait un portrait robot qu'on lui a fait faire d'ailleurs des semaines après après l'agression. Et donc elle décrit un homme, elle décrit son âge, etc. Et là, on fait tout ce qu'il faudrait pas faire. Je suppose que je sais pas si ça s'apprend à l'école de police ou pas, mais effectivement, mettre des gens qu'elle a déjà croisés, mettre des gens avec des physiques différents. Enfin bon, tout ça n'a aucun sens, mais c'est très pénible pour les victimes parce que beaucoup en fait ont jamais eu de nouvelles des policiers. Elle en a eu, donc c'était presque une chance pour apprendre ce mot. Ils essaient quelque chose, mais là, en l'occurrence, ils essaient n'importe quoi. Et elle se dit... et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette affaire, c'est-à-dire que là, les policiers sont sous pression parce qu'il y a une juge d'instruction qui est en charge de l'affaire à cette époque-là, et alors elle est extrêmement pushy, elle n'arrête pas d'emmerder les policiers pour qu'ils se secouent sur cette histoire. Quoi. Cette juge, c'est la première à établir l'existence d'un violeur en série, et elle a pas envie de lâcher, quoi. Et donc elle les emmerde. Donc eux, ils sont un peu sommés de produire des actes d'enquête, et sous la pression, ils font un peu n'importe quoi. Cette scène de tapissage est un des exemples. Pour dire qu'ils agissent, en fait. Voilà. Pour dire qu'on a fait quelque chose. Donc régulièrement, on va présenter le mec, on va mettre en tapissage aux victimes. Donc on les fait revenir au commissariat. Pour elle, c'est très dur. Elles se disent, je vais peut-être croiser mon agresseur. Quoi. Là, c'est un moment pour elle. Elles dorment pas la veille, hein, généralement. Bon. Et elles arrivent dans des scènes grand guignolesques, quoi, qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'on va prendre le mec qui était en cellule de dégrisement de la nuit, et puis on va le présenter. Enfin, il y en a une qui s'est retrouvée quasiment face à son agresseur, c'est parce que la porte s'est ouverte. Une autre, on lui a fait faire le tapis, on lui a mis un type derrière la porte d'entrée du commissariat. Elle devait regarder dans le Judas. Oui. Donc elle avait un type déformé comme ça là. Bref, voilà. J'ai pas tellement de mots pour qualifier ça, en fait, voilà. Mais ce qui est important, je trouve, c'est le sentiment que ressentent à ce moment-là les victimes, c'est-à-dire on se moque d'elles, il n'y a aucun égard. Alors l'IGS, c'est quoi ? Tu as parlé de l'IGS, c'est l'Inspection Générale des Services. Pour le dire rapidement, c'est un peu l'ancêtre de l'IGPN, encore que l'IGS existait aussi à Paris quand l'IGPN existait. Bon, voilà, c'est la police des polices, on va dire ça comme ça, voilà, pour Erastote qui demandait de quoi il s'agissait. Et ça va jusqu'à ce sentiment pour des victimes, ça va jusqu'à un phénomène que que l'une d'elles appelle le deuxième vol. Page 222, donc beaucoup plus loin. C'est au moment où le policier. Alors, la voiture de police s'arrête à hauteur du chemin où elle a vu la Clio, où Blandine, victime, a vu la Clio de l'agresseur. Le policier qui lui a posé la question inspecte le chemin. Il revient vers Blandine et lui dit qu'il n'y a aucune trace de voiture, juste des traces de tracteur. Il est formel. Il regarde le talus avec l'herbe écrasée, où elle a été plaquée au sol, et lui explique qu'elle aurait pu fouler cette herbe toute seule avec ses pieds. Alors Blandine comprend qu'elle bascule dans autre chose, ce qu'elle appellera des années plus tard le deuxième viol. Ce cauchemar où elle est une menteuse, une fille pas crédible, elle a l'impression que les policiers la poussent dans ce rôle. Sur le chemin à leur côté dans la voiture, excuse-moi, je termine, Blandine ne pleure plus, elle sait désormais que ça va être compliqué, qu'une autre guerre commence. C'est terrible cette expression de deuxième viol. C'est une expression qu'ont employé plusieurs victimes dans cette histoire, et je pense qu'il faut que la police et la justice entendent le sens, la résonance de cette expression. C'est pas anodin de
de dire ça de la part d'une victime qui a été agressée sexuellement ou violée. Elle n'emploie pas ces mots elles ne peuvent pas les employer en l'air, quoi. Et elle n'est pas la seule, Blandine, à avoir dit ça. Cette Blandine, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qu'on n'a pas reconnue, parce que sa plainte, elle a été perdue. Et donc elle dit je commence une deuxième guerre, mais en réalité cette guerre elle va la perdre. Alors il y a un procès en appel, mais pour l'instant elle l'a perdu des années après. Elle a perdu ce combat-là, mais de toute façon, voilà, toutes les erreurs du système se retournent toujours contre les victimes, et elles se retournent sur le moment, ou elles se retournent des années après, des décennies après au procès. Et c'est le cas pour cette jeune femme. Elle avait 13 ans, hein, je précise aussi, c'est important de donner l'âge des personnes qui vivent ça. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a... Tiens, ben là, tout à l'heure, tu parlais du commissariat. Et attends, une petite seconde. Comment je peux faire pour la montrer à tout le monde? Est-ce que ça va être ici? Hop, si j'enlève ça... Non, merde. Ah oui, peut-être ici. Attends. Hop, voilà. Là, tu dois le reconnaître. Oui. Donc, c'est le fameux commissariat dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Par jour de soleil. Merci Aurial de l'avoir retrouvé sur Google. Oui, c'est quelque chose quand même. Voilà, c'est une petite... c'est une maison similaire aux autres maisons de cette rue, la rue Jean-Jacques Rousseau, d'Aulnoy-Emery. Enfin bon, il n'a plus que quelques heures à vivre, ce commissariat. Voilà, puisque, donc tu l'as dit, il y en a un autre qui est fabriqué. Alors, je disais tout à l'heure, bon, il y a quelques gars que tu as rencontrés, je divulgage pas, parce que il y a aussi, enfin, c'est une enquête journalistique, 4 ans de travail, tu vas rencontrer énormément de monde, et on comprend peu à peu qui tu as rencontré, à quel moment, etc. Donc je ne vais pas dire comment tu as rencontré certains policiers, mais alors il y a quelques policiers qui vont effectivement consacrer une partie de leur vie, on peut le dire, à ça, jusqu'à l'arrestation. Enfin, il y a des gestes assez étranges entre collègues, assez beaux d'une certaine manière, je trouve, entre collègues. Je laisse la surprise aux lectrices et aux lecteurs. Il y a notamment un gars qui s'appelle le Grincheux. Il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous parler donc de ces policiers de Lille qui vont avoir un rôle déterminant dans l'affaire? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, à partir de 1996, donc on est quand même les premiers faits remontent à 1988, mais la première information judiciaire est ouverte en 1996. Donc c'est-à-dire qu'une juge d'instruction est saisie et va diligenter des actes d'enquête comprenant qu'on a affaire à un criminel en série. Au début, donc, elle les confie à la police locale, avec les scènes dont on a parlé tout à l'heure. Ça fonctionne pas très bien, donc ils finissent par saisir la police judiciaire de Lille. Et effectivement, où on a des gens qui sont certainement plus rompus aux techniques d'enquête, plus formés et qui ont davantage de moyens, et qui vont prendre cette histoire au sérieux. Et puis, ça va pas empêcher que au changement de magistrat, ça s'éteigne, etc. Et puis, en 2008, un policier de Lille, le commandant Franck Martins, obtient que la création d'une cellule cold case. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais là c'était la première. C'est la première. Voilà. Et c'est-à-dire, il demande du temps et des moyens pour enquêter sur des affaires qui n'intéressent plus personne. Et c'est ainsi qu'on lui remet. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il se met sur cette affaire, pour lui, c'est une affaire ancienne, alors qu'en fait, bah oui, parce que l'agresseur va reprendre, voilà. Et ça fait pas quelques semaines qu'il est sur le sujet qu'un procureur d'Avesnes-sur-Helpe l'appelle en disant j'allais dire, on a une adolescente en garde à vue, mais c'est parce que son dépôt de plainte, c'était tellement terrible ça ressemblait plus à une garde à vue qu'à un dépôt de plainte. Et il va s'apercevoir que non seulement c'est pas un cold case, mais et en travaillant avec les archivistes dont je parlais tout à l'heure, que c'est une affaire immense.
Et donc lui, il est rompu aux techniques de cold case et il sait que les dépôts de plainte mal pris, c'est le début de la dégringolade d'une procédure qui s'effiloche. Et il sait, parce que ça fait un moment qu'il est dans la police, il sait que sur la question des violences sexuelles, ça va pas, les dépôts de plainte, et que voilà. Et donc il retourne voir les victimes une à une en prenant les plaintes qu'avaient rassemblées les archivistes, et il va leur dire d'abord qu'il les croit. Et dans la vie de ces victimes qu'il va rencontrer, cette rencontre, ça va être quelque chose d'extrêmement fort. Et donc elles vont être en confiance et elles vont dire des choses qu'elles n'avaient pas dit devant les policiers, ou en tout cas qui n'avaient pas été consignées par les policiers à l'époque. Et ce policier, le commandant Martins, va devenir totalement obsédé par cette histoire, mais ça va durer 10 ans de sa vie avant que ce cas-là ne soit arrêté, effectivement. Ce policier, c'est lui qui va rendre compte au procès aux assises, c'est lui qui va rendre compte de ses 30 ans d'enquête, alors que lui, il n'en aura mis que 10, il va rendre compte de ce qu'il a fait, de ce que les autres n'ont pas fait, etc. Et il va y avoir un moment extrêmement fort au procès, c'est qu'il va présenter ses excuses au nom de la police, voilà, notamment à une jeune fille. Tu racontes ça, absolument. Ouais. Et c'est certainement ces quelques minutes au tribunal ont été pour les victimes. Il y avait un silence. C'était avant le verdict, ça c'est la justice qui leur a été rendue, très clairement, voilà, par ce policier. Alors, la police va aussi bénéficier de plusieurs choses. C'est d'abord une évolution de la police technique et scientifique, et c'est aussi le fichier des empreintes génétiques. Alors là, je t'avouerai que c'est le seul moment dans le bouquin où je serais un petit peu plus critique que toi. Mais parlons d'abord de comment ça s'est passé, puisque au début, quand Dino Scala commet ses premiers viols, il n'y a pas de fichier d'empreinte génétique, et ce fichier va grossir petit à petit. Il y a des questions dans le chat par rapport à ça. Il va y avoir, ça tu le racontes très bien, plusieurs fois des prises d'ADN, mais c'est une ADN qui n'a pas de nom, puisque voilà, on ne sait pas à qui ça appartient. Ça va durer très très longtemps. Comment tu as vu les choses évoluer par rapport à ça dans cette histoire? Il y a effectivement une révolution technique et scientifique qui fait que Dino Scala, sur la dernière agression, on le confond par son ADN, et la jeune fille a réussi à s'échapper parce qu'il a glissé une main dans son soutien-gorge, et ça, on a l'ADN quoi, en rien de temps. Donc on voit le bon avec 1988 où on est dans la préhistoire. Donc, mais effectivement, on va avoir un premier ADN en 1996, et qui est ce que tu dis, c'est un ADN muet, c'est-à-dire qu'on a une plaque d'immatriculation, mais on n'a pas de fichier des plaques d'immatriculation en fait d'ADN. Donc voilà, en gros, mais on sait que les autres agressions, voilà, on fait des recoupements, donc on sait qu'on a un criminel en série, quoi. Voilà. Mais on ne sait pas à qui appartient cet ADN. Voilà. Et puis après, effectivement, est créé le fichier national des empreintes génétiques, suite entre autres à l'affaire Guy Georges, et une autre affaire d'ailleurs qui était l'affaire sur laquelle enquêtait le commandant Martins d'ailleurs. Et on a un fichier, mais au début on a un fichier qui est très maigre, et donc Dino Scala, lui, n'a jamais été inquiété pour rien, donc en fait il n'est pas dans le fichier, et à un moment il aurait pu y être, parce que au début des années 2000, loi Sarkozy, là on se met à créer on a l'ambition, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, de créer un super fichier où on va mettre le FNAG, quasiment toutes les personnes qui passent la porte d'un commissariat. Je caricature un peu, mais petit fichier ça va être national des empreintes génétiques. Voilà. Et non, c'est là où je te dis, mais c'est pour te taquiner, que j'aurais été un peu plus dur que toi, parce que on voit bien que dans ces drames,
effectivement, ce fichier va jouer un rôle, puisqu'à un moment donné, on va comprendre que l'ADN qui n'avait pas de nom, le jour où elle a un nom, eh ben, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de cas, ça ne fait aucun doute, c'est lui. Mais on passe de 0 à 30 000 fichiers, et aujourd'hui, c'est des millions de gens qui sont fichés, et ça, tu le racontes d'ailleurs. Quelqu'un qui vient témoigner, on prend son empreinte ADN, ce qui fait qu'on a un fichage de la population qui est absolument invraisemblable. Voilà. Ah, on a un fichage qui est invraisemblable, mais il a quand même réussi à passer dans les mailles du filet. Et alors, un policier me racontait que Don Emmerich, que il a le souvenir cruel, c'est cruel comme retournement Incroyable. À un moment, ce cas-là est mis en cause. Il n'arrive même pas à se souvenir de l'histoire, une histoire de voisinage avec une voisine, voilà. Ça se passe machin. Mais bon, en tout cas, elle l'accuse. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Et que le ou la collègue ne lui fait pas l'ADN, comme ils disent, parce que c'est le début du truc. Ils savent pas vraiment faire. Ils n'ont pas toujours le matériel. Ils n'ont pas le temps. Et puis bon, c'est le gars du coin. Enfin, même les policiers sont embêtés d'aller mettre un coton-tige dans la joue de gens pour tout et n'importe quoi, et donc ils le font pas. Mais s'ils l'avaient fait, ça aurait fait il se serait arrêté là, quoi. Donc ça pose plein de questions, quoi. Tu racontes même très bien que le policier qui est censé, parce qu'il vient recueillir la plainte de la voisine, enfin bref, il est censé relever, mais comme c'est un bon copain du commissariat, il le fait pas, mais il a quand même des remords, donc il en parle à son collègue, et son collègue lui dit cette phrase, je cite de mémoire. Alors, si on commence à faire ça à tout le monde, et voilà. Et ce qui fait que... Parce qu'on est au début, effectivement, on est au début, donc la loi Sarko est dans les années 2000. Alors, je voudrais juste rajouter un truc sur cette histoire de fichier et d'ADN, c'est que on s'aperçoit aussi que la question du fichier, elle est pas du tout accessoire, mais en fait, la science évolue tellement que, au bout d'un moment, l'ADN, on a après les années vers 2012-2013, ils font une nouvelle analyse ADN. L'ADN, il est pas du tout muet, puisqu'il leur dit. Voilà. C'est un homme d'origine méditerranéenne avec une calvitie naissante, brun, pommade, etc. L'ADN était capable de faire une sorte de portrait robot de son propriétaire. C'est assez étonnant, et surtout, alors c'est un peu fastidieux, mais aujourd'hui on voit qu'on résout énormément d'affaires avec ça, notamment aux États-Unis, où il y a des prises d'ADN privées et des recherches privées, c'est-à-dire qu'avec les recherches qu'on appelle en parentèle, c'est-à-dire les cousins, les descendants, les ascendants, etc., on aurait certainement pu, mais c'est tellement fastidieux, retrouver le propriétaire de cet ADN. Voilà. Bon, voilà. Et c'est là où je trouve que ton livre est vraiment, vraiment incroyable, c'est que par petites touches, on voit, puisque tu racontes 30 ans, on voit cette évolution. Mais tu t'en fais pas des chapitres, c'est au gré d'un paragraphe, tac, on comprend que tiens, là on a changé de registre, etc. Donc il y a la police technique et scientifique, tu viens de le dire. Puis il y a aussi le droit qui va évoluer en parallèle de l'affaire. Où la parole des victimes et la qualification des faits vont dans le sens des victimes, peu à peu. Alors oui, il y a une évolution juridique majeure, à mon sens, au milieu de cette affaire, qui a lieu en 1994, c'est le nouveau code pénal. Il entre en vigueur en 1994. En réalité, c'était Badinter qui avait commencé à travailler dessus, mais ça a pris une bonne décennie. Et alors, c'est assez peu commenté à l'époque dans la presse. Il y a pas mal d'articles sur la question du nouveau code pénal, mais il y a une révolution. Enfin, en tout cas, en s'intéressant aujourd'hui à la question des violences sexuelles, qui est que les violences sexuelles, les crimes sexuels ne sont plus des atteintes à la morale, mais des atteintes aux personnes. C'est ça. Et ça a entraîné la disparition d'un certain nombre de qualifications et puis une modification sémantique très importante. C'est-à-dire, par exemple, l'attentat à la pudeur disparaît. On parle d'agression sexuelle. Voilà, on ne parle plus d'atteinte aux mœurs, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'atteinte à la morale, parce que jusqu'ici, il y avait quand même quelque chose, enfin jusqu'ici, c'est-à-dire depuis le début du code pénal, c'est-à-dire qu'il a fait 200 ans qu'en France, plus de 200 ans, donc 200 ans, voilà, qu'on considère
que finalement une agression sexuelle, la victime, c'est pas tellement la victime, mais c'est la société en fait. C'est la morale. On atteint aux bonnes mœurs. Et il me semble que c'est important. Et effectivement, à travers cette affaire, on voit cette évolution là. Bon, alors après, un coup de crayon sur le code pénal, ça suffit pas à rayer. C'est ce que tu dis. Page 62, la lecture des différentes plaintes déposées dans les commissariats de la Sambre montre que les révolutions sémantiques et juridiques que tu viens de décrire ont quand même du mal à s'imposer sur le terrain. C'est-à-dire qu'entre le moment où le législateur vote la loi et le moment où elle s'applique, il faut peut-être 20 ans, quoi. Parfois, il peut y avoir une révolution culturelle qui met un peu de temps, quoi. Oui, parce que d'abord, alors je sais pas, je pense que là c'est un problème de compétence des policiers. Dans les 2 années qui suivent, on trouve encore des dépôts de plaintes pour attentat à la pudeur. Le délit n'existe plus, mais on retrouve ça. Mais non, c'est plus profond parce que ce à quoi ça renvoie, l'atteinte aux bonnes mœurs, les attentats à la pudeur, etc. C'est à la honte en fait. C'est ça. Oui, c'est à la gêne, voilà, c'est à la honte. Oui. Voilà, on considère que finalement le préjudice de la victime, c'est la honte. Et ça, la honte, on s'en débarrasse pas comme ça, quoi. On s'en débarrasse pas en changeant le code pénal, quoi. Ça reste et c'est encore présent, évidemment. C'était flagrant au tribunal devant la cour d'assises, quoi. Ce qui coule dans leurs veines, c'est la honte. Voilà. Et donc, ça fait pas mal de mal, effectivement. Autre point saillant, de mémoire, je crois qu'il y a eu 12 magistrats, quasiment que des femmes, sauf un homme qui a fait un remplacement. Et elles ont une caractéristique, ces juges, c'est qu'elles sont toutes jeunes, frais et moulues du syndicat de la magistrature, de l'école nationale de la magistrature, et pour la plupart d'entre elles, c'est leur premier poste. Est-ce que tu peux nous raconter ça et nous dire quel sens ça peut avoir dans cette affaire ? Alors effectivement, je constate donc le dossier, première information judiciaire 96 et jugé en 2022. Donc un certain nombre de magistrats ont en charge le dossier et c'est effectivement que des femmes, à part effectivement un, et quasiment que des premiers postes. Comme s'il y avait une espèce de ligne directe Bordeaux, là où il y a l'École nationale de la magistrature, à Vennes-sur-Helpe. Étrange. Non, parce que pourquoi ? Parce que c'est un tribunal qui est très isolé, c'est très mal desservi par les transports en commun, les routes. Enfin bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, les jeunes magistrats ne veulent pas y aller. Alors je sais pas, quand les jeunes magistrats ne veulent pas y aller, on y envoie des magistrates. Une amie magistrate me expliquait que à la sortie d'école, on surnomme ce tribunal à Vennes-sur-Helpe, HELP, genre sauvez-moi, voilà. Et donc, quand on y est, on veut en partir. Et donc, ce qui fait que les magistrats, ne restent pas très longtemps. Et donc, il n'y a pas de suivi. Et puis, elles sont débordées. Il y a un poste au lieu de 2. Donc, en fait, quand on prend un cabinet comme ça d'instruction, l'urgence, c'est pas un dossier contre X à moitié endormi. L'urgence, c'est de traiter les cas de détenus, ce qui est normal, ceci étant. Voilà. Et puis... Et pas les contre-X, quoi. Et donc ça traîne, et donc on oublie, et puis quand on arrive, est-ce qu'on va se fader ces 15 tomes à moitié sous la poussière ? Enfin voilà, le système se nourrit comme ça, et on oublie cette histoire. Alors, avant de prendre quelques questions du chat, je voudrais aborder deux petits points rapides, si tu veux bien. Il y en a une qui est la couverture médiatique. Bon, qui est assez naze, qui est assez nul, qui est même très mauvaise, à part peut-être de temps en temps un journaliste du coin qui quand même veut que ça sorte. Est-ce que tu peux nous raconter ce que toi tu as lu, puisque tu as épluché effectivement toutes les archives, et ensuite j'aurai une question sur ton travail de journaliste et ton regard de journaliste sur le travail des autres. Mais d'abord, raconte-nous un peu le fait qu'il n'y avait rien dans la presse pendant très longtemps. Alors effectivement, moi quand je commence à travailler sur cette histoire, je me rends à la médiathèque de Maubeuge et je les embête des après-midi entières pour qu'ils me sortent les archives non numérisées de la presse locale. Une espèce de truc très lourd comme ça. Et je suis à la recherche effectivement. Il y a un plaisir à feuilleter. Il y a un plaisir à feuilleter. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais en plus
Enfin, je trouve dans le cadre de mon travail, de travail journalistique, c'est nécessaire, pas seulement pour chercher des choses précises, mais moi, oui, et puis moi je connaissais pas cette région, hein. Je suis pas de là, je connaissais pas la Sambre, donc c'est aussi de connaître par son actualité, par ce que je racontais tout à l'heure aussi sur le commissariat. Je m'aperçois que déjà à ce moment-là, je sais plus, c'est peut-être Chalandon, je sais plus qui demande à ce qu'on rase ce commissariat pour en faire un nouveau. Bref, et je m'aperçois, je le sais, les faits divers prennent une part importante, comme c'est le cas dans la presse locale, très très importante, et vraiment du fait divers au sens littéral du terme, c'est-à-dire des faits presque anodins. On a une explosion de cocotte minute, une bagarre à la sortie d'un bar. Alors on n'a pas trop effectivement mais je m'aperçois qu'il y a une absence assez étonnante des faits de nature sexuelle. Étonnant, pourquoi ? Parce que c'est quand même le gros de l'activité policière et judiciaire. Et donc, je suis assez étonnée, et surtout, je ne retrouve aucune trace des agressions et des viols qui sont aujourd'hui reprochés aux violeurs de la Sambre. Et ça m'interroge, et en fait, je ne crois pas que ça soit le fait seulement de la presse, pas du tout. D'abord, parce que on sait comment ça fonctionne, en presse locale comme ça, on fait la tournée le soir. Enfin, moi, je l'ai fait. On va voir les policiers qui nous disent ce qui s'est passé, etc. Et je crois réellement que on pense à ce moment-là que comme l'agression sexuelle est une agression intime, ça n'est pas de l'ordre du récit public. Ça n'intéresse pas le récit public. Et donc, on n'en parle pas. Et c'est très étonnant. Et donc, Dino Scala, il a agressé, violé des femmes de plus en plus violemment, dans un silence complet. Et moi, je pense que ça pose un problème, parce que c'est vraiment une fabrique de l'impunité. C'est-à-dire que lui, dans son cerveau, qu'on peut considérer comme un petit peu malade aussi, il agit, et en fait, c'est comme s'il ne se passait rien. Et du point de vue des victimes, il leur arrive quelque chose de tragique, et ça n'existe pas. Ça existe très peu dans leur famille. On va ne plus en parler. On ne sait pas, parfois pour les protéger, parfois parce qu'on n'a pas envie, et puis parce qu'il y a la honte. Et puis on ne va pas en parler publiquement. Donc tout ça n'existe pas. Et effectivement, ça m'interroge. Mais il va y avoir une rupture dans ce silence, dans cette histoire. Au début des années 2000, en 2002, il y a une élue qui s'appelle Annick Matiguello, qui est la maire communiste d'une petite... J'allais y venir, voilà. Mon héroïne, ah oui, Annick. Voilà. Annick Matiguello, elle est maire de Louvroil. Louvroil, c'est une petite commune juste à côté de Maubeuge, une commune industrielle, particulièrement sinistrée d'ailleurs. Elle est au courant de cette histoire parce qu'une de ses employées municipales est agressée dans un local municipal, un gymnase. Donc évidemment, elle est au courant presque en tant qu'employeur. Et là, elle s'aperçoit que plusieurs autres femmes ont été agressées ou violées sur sa commune dans les semaines précédant cette agression. Donc, et visiblement par le même homme. Il n'y a absolument aucun doute, c'est la même heure, c'est le même mode opératoire. Et donc elle a un réflexe de bon sens. Elle se dit alors déjà elle se débrouille pour faire changer les horaires des femmes de ménage dans sa mairie. Enfin elle prend des mesures de bon sens, et puis elle se dit je vais faire une conférence de presse pour alerter mes concitoyennes. Il y a un pervers elle est pas au courant de l'histoire du violeur de la Sambre. Elle sait juste c'est quelques femmes cet hiver-là dans sa commune, et donc elle fait une conférence de presse pour alerter ses administrés. Voilà, il y a un pervers qui rôde, faites attention, Et là, ça déclenche une polémique qui paraît incroyable. Enfin, vu de notre époque, là, aujourd'hui, on ne comprend pas. Le commissaire lui tombe sur le paletot en lui disant « mais c'est pas possible ». Le procureur la menace de poursuite parce qu'elle entrave le secret de l'enquête. Et quelle enquête, il est arrêté 20 ans plus tard. Même ses collègues, les autres élus, elle est à l'époque l'une des seules maires femmes du Val de Sambre. Beaucoup d'élus communistes,
dans cette région ouvrière, et ses collègues lui disent ah non mais c'est pas possible, enfin tu rends quelle image tu renvoies de la région, une région qui vit déjà bien à la peine, tu vas faire fuir les investisseurs, ces investisseurs qu'on attend toujours et qui n'arrivent jamais pour sauver la région. Et tu écris qu'avec ses collègues communistes donc que les relations se tendent. Il lui reproche de mettre à mal leur effort collectif pour valoriser le territoire entre guillemets. C'est-à-dire que on désespère pas Billancourt, on parle pas des viols, hein, parce que il y a peut-être un repreneur qui pourrait aller sauver quelques emplois. Mais d'abord, c'est un argument de très mauvaise foi, parce que là-bas, comme ailleurs, en réalité, on voit des élus parmi ceux qui disent ça, qui régulièrement, à l'époque, agitent d'autres problèmes de délinquance. Sont pas les derniers à mettre en avant. On est en 2002, hein, c'est intéressant. C'est le papy, comment il s'appelait, qui a fait l'élection présidentielle. Hein. C'est-à-dire qu'on agite d'autres faits de délinquance. Voilà, Papivoise. Voilà, on crée on lui dit tu vas créer une psychose, mais ça dérange personne de créer une psychose. Il y a eu Maubeuge a eu des épisodes de violence urbaine assez importants à cette époque-là. Ça ne dérange absolument aucun élu de les mettre très en avant, de parler des cambriolages, de parler des trafics de drogue, mais la criminalité sexuelle, non, ça renvoie à une mauvaise image de la région. Donc c'est un argument qui est particulièrement de mauvaise foi. Et mais moi je l'ai vu, hein, parce que dans mon enquête j'ai essayé de contacter des élus. Je voulais savoir en fait si à partir de quel moment, de quelle époque, en fait, quand on a parmi ses administrés plusieurs femmes qui sont victimes de viols, enfin des viols qui ont lieu sur sa commune, sur son territoire, comme on dit en politique, à partir de quel moment on se sent concerné politiquement par ça. Et ils ne m'ont pas répondu, quoi. Ils m'ont répondu que ça ne les concernait pas. Donc c'est une histoire qui concerne que ces femmes. C'est l'absence de récit médiatique, c'est aussi une absence de récit politique de cette histoire-là, quoi. Et il y a, pour terminer, il y a un choc des cultures aussi avec la police belge qui, elle, fait appel avec les médias beaucoup plus facilement à l'époque. C'est aujourd'hui le cas en France, mais ça ne l'est pas à ce moment-là. C'est là où ton bouquin il y a écrit radioscopie d'un fait divers, mais c'est radioscopie d'un pays, en fait, hein, de l'évolution des regards dont tu disais tout à l'heure que ça parle de nous. Bah oui, ça parle de nous, en fait. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces violences sexuelles, ces agressions sexuelles? Et donc tu racontes que qu'est-ce qui se passe là? Une personne passe. Une personne passe. Bon, très bien. Et donc tu racontes que la police belge, elle, est, on peut dire d'une certaine manière plus moderne à l'époque. Elle fait appel, les portraits robots par exemple, elle les diffuse dans la presse. Par exemple, le portrait robot de ce cas-là n'a pas été diffusé dans la presse locale. C'est assez étonnant quand même. Bon voilà. Ouais. Et elle fait des conférences de presse et ça fait ça crée des tensions avec les flics français. Ils sont pas très contents parce que ce cas-là a aussi opéré en Belgique, juste de l'autre côté de la frontière. Hein. Ouais, le côté de son usine, en effet. Alors, il y a une différence de culture en termes de communication qui est effectivement radicalement... Enfin, il y a une différence de culture entre la police belge et la police française qui est énorme. Et puis, de la même manière qu'on se tire à la bourre entre gendarmes et policiers, on se tire la bourre entre polices. Hein, voilà, c'est, je sais pas, c'est un milieu où on aime bien se mesurer. Je sais pas ce qu'on se mesure, mais on aime bien se mesurer les choses. Quoi. Et donc, mais il y a une différence fondamentale entre la police, à ce moment-là, entre la police belge et la police française, parce que la police belge, elle a traversé l'affaire et le scandale du Trou. C'est juste derrière, hein, c'est Charleroi, c'est vraiment ce même coin, voilà. Et l'affaire du Trou a été telle, et notamment dans la prise en charge des victimes et des paroles des victimes, que y a eu une refonte totale du système policier et judiciaire. Et sur la communication et sur la prise en charge des victimes. Et dans cette affaire qui est effectivement un pan belge pour certaines victimes, on voit que rien n'a été fait de la même manière, quoi. Ça commence par l'accueil des victimes. Il y a une personne dans les commissariats belges qui est chargée de l'aide aux victimes, mais qui accompagne les victimes
lors du dépôt de plainte, qui les prépare à ce dépôt de plainte, qui leur explique qu'on va leur poser des questions compliquées. Si on les avait prévenus, les autres victimes, qu'on allait leur poser ce genre de questions, voilà, qui est présente, donc qui crée aussi une atmosphère au moment du dépôt de plainte, qui va, quand je dis aider les victimes, c'est dire, voilà, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller, vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller chercher les enfants? On va vous prendre vos vêtements. Est-ce que je peux aller chercher des vêtements chez vous? C'est des choses qui sont tout sauf anecdotiques, en fait, dans le parcours d'une victime dans une procédure. Et puis, effectivement, la police belge communique, la justice belge communique surtout. Alors ça n'aura pas permis l'arrestation de Dino Scala, mais ça aura créé une forme de... Enfin, en tout cas, à Erquelines, on craignait l'idée qu'un homme puisse... on se méfiait des hommes qui se promenaient le matin dans le coin. Voilà, donc ça peut... Parce que pourquoi, je reviens sur l'histoire d'Annick Matiguello, moi, ce qui me choque à ce moment-là, c'est qu'on considère que ne pas créer de psychose, c'est-à-dire respecter l'ordre social, est plus important que prévenir d'autres viols. Voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve au sein de familles incestueuses, en fait. Préserver l'ordre familial, qui est une autre forme d'ordre social, ça va être plus important que de donner suite à de prendre en compte la victime. D'ailleurs, Dino Scala vient de ce silence-là. Hein. Il vient d'une famille incestueuse où une des sœurs a dénoncé l'inceste paternel, notamment auprès de lui. Et qu'a-t-on fait de cette dénonciation? Rien. On a tué, on a silencié, comme on dit aujourd'hui, la parole de sa sœur, comme on silenciera celle des victimes plus tard. Le chat te dit que tout ça, c'est Eurial qui dit ça, une fabrique d'impunité. Tu as parlé de fabrique d'impunité tout à l'heure par le silence. Et elle ajoute, et une mise en danger. Parce que toutes les femmes pendant 30 ans dans ce coin-là, comment elles vivent ça? Parce qu'il y a quand même la rumeur au collège, à l'usine, et pas tant que ça. C'est ça qui... Pas tant que ça, non. Pas tant que ça, parce que quand ça leur arrive, après, elles vont déposer plainte pour celles qui déposent plainte, mais après, c'est le silence, en fait. Et il y a pas, enfin voilà, c'est le silence dans les familles, c'est le silence qui se pose sur elles. Elles ont pu en parler certaines, parfois à leur conjoint après, mais pour expliquer, d'ailleurs, se sentant obligées d'expliquer des comportements un peu qui pouvaient paraître un peu étranges à leurs proches qu'elles avaient, de toujours s'enfermer, d'être incapables de sortir la nuit tombée, de ne jamais être seules, etc. Mais non, il y a une complicité générale dans le silence, en fait. Voilà. Et il n'y avait pas tant de rumeurs que ça. Je vais prendre 2-3 questions du chat, mais je voulais quand même d'abord te demander, bon, j'imagine que les victimes, pour celles qui ont lu le livre, qui ont eu la force de le lire, j'imagine que elles l'accueillent avec soulagement, mais l'institution policière, l'institution judiciaire, tu as eu des retours ? J'ai eu des retours du fameux commandant Franck Martins, mais évidemment lui, voilà. C'est non, mais parce que non, mais oui, évidemment. C'est mon Colombo. Non, mais il est à la retraite en plus depuis quelques mois, ce qui libère la parole aussi, hein. Mais parce que sinon on est face quand même à de grandes silencieuses. Comme quoi, ces deux institutions. La retraite à 60 ans, ça facilite le travail des journalistes. Oui, c'est même avant 60 ans pour les policiers. Voilà. Je sais. Donc ça facilite le travail des journalistes. Non, si Macron, c'est peut-être pour ça qu'il veut repousser l'âge de la retraite. Non, mais voilà, mais parce que ce sont des. Après, moi j'aimerais que ça crée du débat au sein de la police et de la justice, enfin que ça crée de la discussion au moins. Mais c'est toujours compliqué parce que les institutions sont comme nous, comme les individus, elles n'aiment pas tellement se remettre en cause. Voilà. Et il y a eu on voit beaucoup un service qui remet en cause l'autre service. Effectivement, on peut toujours. Mais globalement, je pense que si tout le monde se parlait sur ces sujets-là, il y aurait vraiment des choses à faire évoluer de manière assez simple pour certains pans de maltraitance vis-à-vis des victimes.
Burger 3000. Alors, la guerre des polices est un problème de direction, de taulier, de chef de service. Les collègues de terrain, parce que je crois que Burger est policier, sont les premiers à criser du côté hermétique des différentes unités, alors que l'échange d'informations ne serait que profitable. Mais les chefs veulent garder la gloire et les honneurs pour eux en cas d'interpellation par leurs hommes. Voilà. Eh bien, Burger 3000. Oui. Bah oui. Et il n'est pas à la retraite, alors il ne peut pas parler tout de suite, tu vois. Par exemple, je sais que le commandant, le fameux commandant Martins, avait dû se battre pour que dans les honneurs qui ont été faits après l'arrestation d'un criminel en série, voilà, il y a on célèbre ça au sein d'un service de police judiciaire. Mais pour que les archivistes, dont j'ai beaucoup parlé, mais je tiens à parler de ces invisibles, elles sont géniales, reçoivent également ces honneurs-là. Mais il a fallu un peu batailler parce qu'elles sont pas policières, elles sont agents administratifs, voilà. Donc effectivement, donc la guerre des services, la guerre des statuts, la guerre des. Mais on le voit dans cette histoire. On a moins parlé de la justice effectivement, mais entre voilà le parquet, le siège, telle juridiction, on a beaucoup de reproches à faire à son voisin. Alors, petite question de Zalo. Avec la difficulté pour les victimes et celles qu'on ne croit pas, est-ce que les examens médicaux ne sont pas efficaces ? Alors, pas forcément. Bah déjà, il faut qu'ils soient faits et bien faits, les examens médicaux. Alors là, c'est pareil hein, que pour les... On traverse 30 ans quand même. Oui. On traverse une... mais c'est pas gagné. Hein. J'ai une médecin légiste là qui a réagi récemment à mon livre et qui me disait qui enseigne la médecine légale et qui me disait qu'il y avait encore énormément de boulot. Par exemple, on en est quand même pour certains encore à rechercher si des femmes sont vierges en fait à travers l'examen de l'hymen. Alors ça, c'est une espèce de création du 19e siècle. On peut ne plus être vierge, enfin, j'ai même pas le mot, en conservant son hymen et inversement. Enfin, voilà. Et on en est encore là parce que la médecine légale, elle n'est pas la seule, hein, mais on conserve encore des archaïsmes des archaïsmes profondément sexistes et misogynes. Donc voilà, ça répond pas tout à fait à la question qui m'est posée, mais on voit bien que rien ne va en fait dans ce système-là dès qu'on touche aux violences sexuelles. Et puis les examens médicaux, ils sont diligentés par les policiers qui prennent la plainte. Donc voilà, quand je dis que c'est au moment du dépôt de plainte que tout se décide, c'est au moment du dépôt de plainte que tout se décide. On a vu des médecins dans cette histoire qui se sont fait complices des dysfonctionnements. Je pense à une victime dont la plainte s'était très mal passée. Bon, d'abord, la première question qui est posée aux médecins, c'est est-ce que la personne, la victime, a des tendances mythomanes ? Je parle des tendances affabulatrices. Voilà. Donc déjà, on part pas toujours sur des bonnes bases quand même, hein, globalement. Voilà. Quel est le taux de violence, te demande Sorcière, intrafamiliale ensemble ? S'il est élevé, peut-être que cette violence est intégrée et choquée peu ou pas la population, y compris la police. Ou est-ce que ça, c'est un peu trop essentialisé une population ? Ouais, moi je suis un peu gênée sur ce truc-là. Ça s'est passé dans la Somme, c'est-à-dire dans le Nord, mais je pense que ça aurait pu se passer un peu partout. Moi, ce qui ressort, en tout cas, de la caractéristique régionale, pour moi, c'est l'isolement et la pauvreté. Pauvreté effectivement des gens. Effectivement, quand on est pauvre, c'est plus compliqué de faire face à l'institution judiciaire. On est quand même globalement bien mal engagé, et notamment vis-à-vis de la justice, où là ça commence à coûter très cher. Et pauvreté, je disais, indigence même des moyens institutionnels. Donc voilà, moi je suis un peu gênée sur ce que l'on dit est toujours du Nord et des violences sexuelles, mais de fait on a Ça me permet justement de saluer le fait que ton bouquin ne verse pas une seule seconde là-dedans, dans ces clichés, etc., du Nord alcoolique ou je ne sais quoi. On en a un petit peu parlé au commissariat, mais je ne pense pas que ce soit le seul commissariat qui a été touché par ce problème-là. C'est vous qui le dites, madame. Attention. Et une dernière question, celle de Kaof. Ce violeur fait appel car il se dit innocent pour tous les viols ou pour certains ?
il reconnaît la majorité des viols et il en nie. Alors ça a évolué. Au début, en fait, au moment de sa garde à vue, il a avoué il disait oui, j'en ai commis des dizaines, mais quand on lui présentait les cas par cas, il en reconnaissait que quelques-uns. Et comme par hasard, ceux où il y avait de l'ADN. Puis après, ça a été de plus en plus un long cheminement. Après, il a eu beaucoup de mal à reconnaître les plus violents, ceux où il y avait des mineurs, ceux qui avaient été les plus cradingues, quoi. Voilà. Pendant le procès, il y en a qui reconnaissaient pas du tout. Il était formel au début du procès, puis après, si, c'était lui. Et là, il reste quand même une petite quinzaine. Mais on ne sait pas pourquoi il fait appel. On n'a pas justifié l'appel. Alors c'est peut-être pour ça. Ça peut être pour toute autre chose. Il justifie pas son appel, mais effectivement, il y en avait quelques-uns dont il dit c'est pas moi. Voilà, et notamment, il reconnaît ceux où il y a une preuve scientifique, on va dire, d'ADN. Ah oui, ceux-là, il les reconnaît tous. Ouais. Ceux-là, il les reconnaît tous. Je dois dire que Sorcière, qui posait la question tout à l'heure sur les violences intrafamiliales, ajoute que ce n'est pas son objectif de stigmatiser. Alors, oui. Bien sûr. Non, voilà. Mais c'est parce que la question, je sais qu'elle se pose, et bon, moi, on me la pose souvent, donc je voulais le poser là, quoi. Je voulais poser cette chose-là, et en réalité, on pourrait se dire que dans des juridictions où on traite plus d'affaires de nature sexuelle, on pourrait avoir être aussi plus sensible, quoi. Enfin, ça va dans un sens ou dans un autre, quoi. Oui, bien sûr. Plus formé. Peut-être que ma pensée n'est pas très aboutie, nous dit Camini, mais je me dis que c'est peut-être attribué qu'au Nord. Cependant, si les affaires en justice sont biaisées, mal faites ou arrangées, ça laisse la permission et ça continue, voire s'amplifie. Oui, c'est un peu ce que tu viens de dire. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton bouquin qu'on ne lâche pas, et j'avoue que je me suis arrêté avant le chapitre de l'arrestation. Je me suis arrêté, je me suis endormi et j'ai fait une pause. J'ai fait une pause parce que à ce moment-là du livre, t'arrives à nous donner en série, on appellerait ça un climax, quoi. C'est-à-dire, et je voulais pas tout de suite savoir comment il avait été arrêté, et j'ai bien fait parce que son arrestation, elle est, enfin bon, je laisse la surprise. Tout ça pour dire que c'est un livre qui est très dur à lire. Je le dis franchement. Pas par son style du tout, mais par ce qu'il raconte, mais qui est, comme on dit, nécessaire, quoi, et qui est, c'est très très fort ce que tu as fait là. Franchement, moi je dis bravo. Hein. Je dis magistral, comme dirait Le Monde. Hein. Magistral. Je t'en prie. Voilà, je sais pas si des gens dans le chat ont lu le livre. En tout cas, Eurial dégaine la première. Merci Alice d'être venue. Merci pour le livre. Merci à tous pour les questions et tout. Je sais que tu es en tournée un peu partout. On va mettre tu as des débats, des rencontres, etc. Ouais. Merci Alice, te dis allô. Merci Alice pour ce livre que je vais lire avec grand intérêt et hâte de voir le film de Jean-Xavier de Lestrade. Non, c'est une série en fait. C'est une série pour France Télévisions. Pour France Télévisions. Il y a le temps. Difficile, mais merci de venir parler de tout ça et d'avoir écrit ceci, dit Diordonoff. Merci, te dit DY. Trognon, merci, c'était rude mais intéressant. Sorcière qui continue, qui dit elle habite la région. Hey, Sorcière, tout va bien. Tout va bien, t'inquiète pas. Oui, pardon, non, c'est parce que je répondais à une question générale qui se pose à travers sa question, en fait. Voilà. Alice Gironcollot, on peut suivre sur Twitter. Et merci, te dit également Sacha. Merci, te dit Hatch80. Voilà. Merci beaucoup à toi, Alice. Bonne journée, bon débat, bonne signature. Merci. Et puis bravo. On se redit merci alors, et voilà. Merci de faire des livres comme ça, c'est d'utilité importante, dit Camimi. Voilà. Moi, je vais rester avec le chat qui ne dira pas l'inverse de ce qu'il vient de dire. Oui, toi, tu peux vaquer à tes occupations. Je suis libérée du poste. C'est ça. Attention. Ok. Merci. Je t'embrasse. Bravo encore. Merci beaucoup. Ciao. Merci, David.
Amis du café, de la tendresse utopiste, des streams sérieusement libres, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost, particulièrement rude mais nécessaire. Alice Géraud, Sambre, radioscopie d'un fait divers ou l'effroyable mécanique de l'échec polyjustice en matière de violences sexistes et sexuelles. Merci aux immenses modos de la paix, Techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe d'Opost.fr, opost.fr, où vous retrouvez toutes nos émissions, emmenées par les pétaradants Sylvia, Nicolas, Emeric, Alex et tous les autres. Merci à Blastos, Denis Robert et ses Roberts pour le partenariat.